Bonsoir à tous. En 1985, le célèbre écrivain Mongo Betty, directeur du journal Peuple Noir, Peuples Africains, publie une lettre ouverte des étudiants anglophones des provinces du sud-ouest et du nord-ouest, en raison de l'indifférence du gouvernement et le mécontentement qui couvre dans cette partie du pays. Ces étudiants envisageaient déjà de prendre les armes si l'État du Cameroun ne trouvait pas une solution pacifique et durable à leurs préoccupations. Ces Camerounais victimes de marginalisation dans l'accès aux emplois et la formation universitaire revendiquaient à cette époque une révision de la Constitution pour la mise en place d'un système de gouvernance publique prenant en compte leurs spécificités sociopolitiques et culturelles. Après de vives contestations politiques dans les années 90, une conférence tripartite a débouché sur l'adoption d'une révision de la Constitution de juin 1972 et la date du 18 juin 1996 devait être la matérialisation d'un consensus politique autour d'une décentralisation, d'un véritable mécanisme d'alternance et d'une réelle séparation des pouvoirs. 25 ans après l'adoption de cette Constitution, où en est-on avec la mise en œuvre des institutions garantissant la démocratie? L'aggravation de la crise anglophone est-elle la conséquence de l'échec de la mise en route des dispositions pertinentes de la Constitution? Le parti au pouvoir, depuis une trentaine d'années, a-t-il encore les ressources nécessaires pour assurer son maintien à la tête du pays en cas de révision consensuelle du système électoral? Le RDPC peut-il survivre dans un scénario d'après Biya? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour un biaïste chevillé au corps, membre titulaire du comité central du RDPC, professeur titulaire des universités au Cameroun, auteur de plusieurs ouvrages sur le RDPC, sur le droit et la régulation sociale. Le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Professeur Mesanga Nyamding, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufele. Good morning, all of Cameroonians, agreed anglophone and francophone people, et cher Monsieur Tankem. Vous allez permettre que je vous les présente tout à l'heure. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, avec nous, deux autres journalistes de la chaîne Equinox pour mener à bien cet entretien. D'abord, Armstrong Formy. Armstrong, bonsoir. Good evening, Cedric Noufele. Good evening, Professor. Good evening, sir. Good evening, Armstrong. Thanks for accepting our invitation. Thank you. Et juste à côté de vous, Duval Fongwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Fongwa. C'est un plaisir, c'est un plaisir de vous retrouver aussi. Professeur Mesanga Nyamding, oui. En tant qu'ancien étudiant en France, vous avez côtoyé l'intelligentsia africaine très critique à l'encontre des dirigeants de l'époque, accusés de dictature, de malgouvernance. Pourquoi vous vous êtes inscrit en marge de cette mouvance des intellectuels africains résidant en Europe, qui avaient le ton critique à l'encontre des dirigeants africains, et vous avez décidé de soutenir un président de la République du Cameroun, lui aussi sous le feu nourri des critiques pour sa gestion? Qu'est-ce qui explique ce positionnement? Non, je pense qu'il faut rappeler que quand nous arrivons en France, nous autres sommes adolescents. Et puis le président Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. À l'époque, vous avez raison, la diaspora est massivement silencieuse parce qu'il y a ce qu'on appelle la terreur. Vous savez qu'à l'époque du président Amadou Ahidjo, qui a bien tenu ce pays, ça il faut le reconnaître sur le plan structurel, lorsque vous étiez opposant au président Amadou Ahidjo en France, il n'y avait pas de manifestation. Ceux qui ont tenté de le faire ont payé de leur vie. Je pense ici à Félix Moumié, qui a été assassiné à Genève. Je pense ici à Osende Afanda, qui dans une embuscade dans la ville de Yokadouma a été assassiné. Mais surtout, je voudrais techniquement vous faire remarquer d'entrée de jeu que les opposants au régime ne se faisaient pas appeler par leur nom. Vous avez par exemple Ilinga Boinga,
qui se faisait appeler Mukoko Olinga Bouinga, qui est en réalité Mukoko Priso. Vous avez Alexandre Bihini qui se faisait appeler Mongo Betty. Et je peux vous citer beaucoup d'opposants comme ça. Donc à l'époque, je me rappelle, j'ai 18 ans, hein, pratiquement, je fréquente assidûment l'opposition. D'ailleurs, je vais vous surprendre entre deux jeux. Celui qui m'a initié à la politique camerounaise s'appelle Abel Eyinga. J'ai connu des opposants comme Suzanne Kalalobé, qui était une exilée à l'époque, que j'ai connue en France. J'étais étudiant hein, à la rue de Saint-Père. Je me rappelle à Sciences Po, vous sortiez comme ça en plein hiver, vous voyez des Camerounais qui parlaient du régime de Yaoundé. Et j'ai connu une personnalité politique comme Anissé Ekane en exil. Et je fréquentais assidûment Abel Eyinga, qui organisait tous les samedis. Je prends ici pour témoin Suzanne Kalalobé, Anissé Ekane et quelques-uns. Vraiment, si vous n'étiez pas un étudiant curieux qui voulait comprendre la politique camerounaise, vous n'alliez pas aux grandes conférences à la rue de Charonne, organisées par Abel Eyinga. Très jeune étudiant en droit et en sciences politiques, j'y allais déjà. Donc c'est vous dire que lorsque le président Paul Biya plutôt arrive au pouvoir, c'est l'extase. Tout le monde se sent libéré. Je vous assure, vous avez l'opposition en exil. Les personnalités comme Detoumaza, Abel Eyinga, Mongo Betty, tous étaient convaincus qu'enfin nous sommes libérés. Donc dès 1982, il n'y a pas une hostilité vis-à-vis du président. Mais pourtant, en 1985, seulement 3 ans après l'arrivée du président de la République du Cameroun à la tête du pays, Oui. il y a déjà une fronde au sein de la diaspora intellectuelle camerounaise vis-à-vis d'une gestion critiquée, qualifiée même de dictature par Mongo Betty dans des textes virulents contre le pouvoir. Oui. Mais pourquoi vous prenez le contre-pied de ceux qui vous ont formé et qui ont vite Oui. déchanté sur Oui. la gestion du président Paul Biya? Non, certains ne connaissaient pas l'histoire. D'abord, j'ai été médiateur, c'est aussi important à rappeler, entre Abel Eyinga, malheureusement il n'est plus là, et l'ambassadeur Nko Etungu pour qu'il obtienne un passeport. Mais je peux vous citer un témoin vivant. Parce que, jeune étudiant, je me rappelle, à la Sorbonne, j'ai encore en mémoire mes relations avec un certain chargé de mission à la présidence, chargé de la communication du président de la République, un certain Jacques Famendongo. À l'époque, moi, je suis au Parti socialiste français. Je tiens aussi à le dire. Je commence mes classes à la jeunesse socialiste. Je suis vice-président de la jeunesse des étudiants de gauche avec Isabelle Thomas. Lorsqu'il y a des grèves en France sur l'affaire de Vaquet, avec Malik Oussekun qui meurt, c'est moi qui suis vice-président de la Fédération des étudiants de gauche en France avec Isabelle Thomas comme présidente. Mais ce qui est intéressant à comprendre, je pars du Parti socialiste français où je milite avec des personnalités comme Edwige Avis, pour ne citer Julien Drey, quelques amis qui sont devenus des députés, pour rejoindre mon pays dans des conditions exceptionnelles. Il y a la Fondation du Futur qui est organisée par le président Jacques Chirac, et c'est là où l'ambassadeur Nko Etungu. Alors il y a encore des témoins. Il y avait un vice-consul qui s'appelait M. Ekobena, actuel chargé des missions à la présidence, et qui me copte, qui me dit, écoutez, il faut venir voir ce qui se passe. Pour répondre à votre question, le problème central des exilés, parce qu'il faut parler des exilés, parce qu'il y a déjà une différence aujourd'hui, on verra ça peut-être tout au long du débat, les exilés politiques, ceux qui étaient à l'extérieur pour leurs idées. Moi, je fréquentais Abel Eyinga, les enfants d'Abel Eyinga. Je fréquentais Mongo Betty, je fréquentais Suzanne Kalalobé. Et c'était un crime de lèse-majesté qui, Dieu merci, est là et peut témoigner de cela. Je fréquentais Anissé Ekane. Donc, c'est vous dire que le problème des 85, ce qu'on appelait à l'époque de manière irénique le régime de Yaoundé avec Paul Biya, c'est qu'en réalité, certains voulaient la démocratie. Et n'oubliez pas que avant 85, cette lettre et cette alerte donnée par Mongo Betty que vous évoquez, il y avait déjà eu la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, qui n'est pas un fait banal.
j'aimerais faire juste une petite, une petite parenthèse sur un fait que vous avez évoqué, peut-être qu'il ne va pas directement dans le sens de la question posée. C'est parce que vous avez longuement évoqué Abel Eyinga, Oui. que vous avez beaucoup côtoyé. Et qui m'a beaucoup Et je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question, oui. puisque il a été candidat à l'élection présidentielle. Oui. Justement, cette candidature oui. à l'élection présidentielle a été... il y a eu toute une polémique autour de la question, parce que on sort de 1971 avec l'exécution d'Ernest Ouandjé à Oui, Bafoussam. le 15 avril Le 15 janvier 1971. Janvier 75, oui. Et donc, 111, oui. et cela fait polémique, 15 parce qu'il y en a qui estiment que on vient d'assassiner le dernier leader nationaliste UPCiste, et donc ça crée une sorte de tollé, notamment dans la diaspora. Et c'est à ce moment qu'Abel Eyinga, par exemple, décide d'aller porter sa candidature à cette élection présidentielle. Certains estiment que c'est une sorte de caution morale qui donne au régime tortionnaire de Yaoundé, et du coup, il y a une polémique qui naît. Est-ce qu'il est véritablement en opposant? Vous qui l'avez côtoyé, Non, quel type était Abel je Eyinga? voudrais vous dire que, d'abord, il y a un décalage de dates. Oui, Parce que moi, j'ai fréquenté Abel Eyinga, qui était plutôt candidat à l'élection présidentielle de 1970. oui, tout à fait. Il faut faire très attention. Oui. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un lien technique entre la candidature d'Abel Eyinga et la fusillade. Bon, peut-être pas la de fusillade, Ouandjé. mais on est en train de traquer les UPCistes. J'en viens, Ouais. techniquement. Vous avez raison. Oui. Et vous allez donc constater que Abel Eyinga a d'ailleurs publié un ouvrage intitulé « Mandat d'arrêt pour cause d'élection ». Alors, je voudrais ici rappeler que le maquis au Cameroun divise les analystes, c'est-à-dire ceux qui font aujourd'hui la prospection, les futuristes du point de vue de l'analyse politique. Certains estiment que c'était des nationalistes qui étaient fusillés, d'autres estiment que ce sont des maquisards qui étaient fusillés. Je dois quand même vous donner ma position d'entrée de jeu, parce que ce que vous dites est très important. Pour ce qui me concerne, le mouvement nationaliste camerounais et les nationalistes camerounais que j'ai côtoyés, étant jeune étudiant, je vous cite ici Elinga Bouinga, qu'on appelait Mokoko Priso, Abel Eyinga, pas Abel, je vous prends Ndé Toumaza, qui était aussi en exil, Anissé Kane et quelques-uns, ils m'ont rappelé qu'ils voulaient deux choses: l'indépendance et la réunification du Cameroun. Et n'oubliez pas historiquement quelque chose. Don't forget it. Le premier parti camerounais qui prônait l'unité du Cameroun, c'était celui d'Ndé Toumaza, qui avait mis en place le One Cameroun. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils sont allés plus loin que les autres. Alors maintenant, je continue à penser que, contrairement à ce qui est dit, j'ai suivi ce débat divise les politologues. Je ne suis pas de ceux qui viennent vous dire ici qu'il y a des nationalistes et il y a ceux qui n'aiment pas leur pays à qui on a donné le pouvoir. Pour moi, c'est faux. Et je vais le démontrer. Qui peut dire que le président Ahidjo, au regard de son œuvre au Cameroun, n'était pas un nationaliste? Quand vous voyez tout ce qu'il a fait, les grandes écoles, les universités, les routes, vous prenez l'ENAM, c'est Ahidjo, l'IRIC, c'est Ahidjo, le palais d'études, c'est Ahidjo, le stade Omnisport, c'est Ahidjo, et bien d'autres structures qu'il a supposées en son temps. Qui peut dire ici? Donc, alors, en tant que politologue, moi, j'ai pris une autre option. Du point de vue du discours, je parle d'idéalistes, c'est-à-dire les nationalistes qui avaient un idéal, libérer le Cameroun avec la puissance coloniale qui était sur le territoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y avait déjà les colons. Et de l'autre côté, j'oppose les idéalistes. Pour moi, les idéalistes, c'était les Oumiobe, les Ernest Ouandjé, le Senda Fanda et tout ce qu'on a connu comme mouvement nationaliste. Et je les oppose aux réalistes, où je classe les Amadou Ahidjo, qui aimaient leur pays, mais qui avaient une plus grande conscience que les Blancs étaient encore là. C'est dans cette catégorie ici que vous mettez Abel Eyinga? Oui, dans cette catégorie aussi, je classe Abel Eyinga. Abel Eyinga était, comme on dit, ni figue ni raisin. Il n'était pas nationaliste, il n'était pas un nationaliste de l'ombre. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, Madame Kalalobe, que j'aime bien citer parce que c'est un témoin vivant, que moi j'ai vu à l'époque avec mes bons yeux,
à côté d'Anissé Kane, à la rue des Charonnes. Abel Eyinga critiquait d'ailleurs la perception monopolistique de l'UPC lorsqu'on parlait du nationalisme. C'est pourquoi je continue à penser que Abel Eyinga n'est pas allé aux élections présidentielles, pour chuter sur votre question, parce qu'on a fusillé Ernest Ouandjé. Non, il est allé bien avant la fusillade d'Ernest Ouandjé, qui se souvient le 15 janvier 1971. Sur la question de votre engagement politique, oui. Vous étiez en train de développer sur le coup d'État survenu en 1984 et le durcissement du régime de Yaoundé, critiqué par les exilés politiques en Europe. Est-ce que ce durcissement était justifié? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que vous avez choisi de soutenir la dictature critiquée par les autres Camerounais? Je ne pouvais pas soutenir la dictature. De toute façon, sous le régime Ahidjo, je n'y étais pas. Lorsque le président Ahidjo démissionne du pouvoir, j'ai à peine 15 ans, ou je crois 14 ou 15 ans. Il faut d'abord qu'on commence par le dire. Alors si on vient faire le procès d'un adolescent sous le régime d'Ahidjo, ça ne va pas tenir. Par contre, venir soutenir, non, c'est important. Lorsque je m'engage au RDPC, je me rappelle très bien, j'ai encore ça en mémoire, j'ai 18-19 ans. Je me rappelle, je prends ma carte du RDPC le 23 septembre 1985. Pour quelle raison? Nous sommes séduits par une personnalité qui arrive d'ailleurs en France, je me rappelle c'était en septembre 1983, et qui arrive à l'ambassade et qui vient vous dire quand il reçoit la diaspora qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées. Qui vient avec des idées de renouveau. Il porte une vision. Et surtout, il faut le rappeler, qui déjà à cette époque est victime d'une tentative de coup d'État. Il résiste. Et puis n'oubliez pas que Abamenda, d'ailleurs, le reproche que je fais à beaucoup d'intellectuels qui critiquent et ne posent pas les actes, j'ai d'ailleurs publié un livre qui s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Paul Biya et le RDPC. Où d'ailleurs j'explique que dès la création du RDPC, il y a deux sensibilités. Il y a les conservateurs, il y a les rénovateurs. Dès lors où il y a eu le choix sur les conservateurs, ça aussi je le dis ici dans cet ouvrage où il y a la préface mémorielle du chef de l'État, parce qu'il faut peut-être rappeler à vos auditeurs que je suis le seul auteur, 38 ans de pouvoir après, qui a écrit au chef de l'État, souhaitant qu'il préface mon livre. Un jour je reçois un coup de fil de M. Belinga Eboutou qui me dit, écoutez, le chef de l'État vous a répondu, il souhaiterait et passez me voir. J'arrive au cabinet civil, Belinga me dit, écoutez, ne pouvant pas totalement préfacer votre ouvrage, je vous donne un texte validé où le chef de l'État souhaiterait mettre en première de couverture comme préface mémorielle. Cet ouvrage-ci, la préface, je suis le seul auteur, du moins connu jusqu'à présent, à qui le président Paul Biya a autorisé une préface mémorielle. Et dans cet ouvrage, justement, vous faites l'autopsie du fonctionnement du RDPC. RDPC. Bravo. Tout à l'heure, vous indiquez l'existence à la fois des conservateurs et des rénovateurs. Qu'est-ce qui les caractérise, à la fois dans leur idéologie et dans les actes posés au sein du parti au pouvoir? D'abord, à la base, il faut dire que le président Paul Biya arrive ici dans les années 62. Il occupe les postes chargés de mission et il n'a eu que 2 patrons dans sa vie. William Ete-Kimboumoua, parce que c'est lui qui a assuré les fonctions de directeur de cabinet de William Ete-Kimboumoua. Mais entre-temps, rappelons que la fonction de directeur de cabinet a été remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui les secrétaires généraux du ministère. Il regagne la présidence en 7 ans. Directeur de cabinet du chef de l'État, ministre d'État, il n'a que 29 ans. Et il faut rappeler donc que le président Paul Biya est confronté dès la prise de pouvoir par une confiscation, et je le dis encore dans mon livre, du parti. Parce que le président Amadou Ahidjo démissionne effectivement de l'État, mais garde le parti. Je montre d'ailleurs dans cet ouvrage que
il y a une crise. Lorsque le président, j'ai encore ça en mémoire, le 18 juin 1983, il sort un gouvernement où tous les aïdjoïstes sont balayés. C'était le compte à rebours. Je vous dis tous, il sort les Aïssimvodo, il sort les Tchangadelfil, il sort beaucoup de personnalités sans l'avis du président Aïdjo. Alors moi, je me suis amusé à savoir ce qui s'est passé. Je me suis rapproché de plusieurs chercheurs, dont de Guy Pen, l'ancien secrétaire, l'ancien chargé des affaires africaines de l'Élysée. Et au regard de ce qui en est et ce qui en était, j'ai rencontré surtout Senghor, que je cite abondamment dans les pages 27, 37 de cet ouvrage. Senghor me fait état de ce que, après la démission, le président Aïdjo fait appel à lui. Nous sommes en avril 1983 et il lui dit, vraiment, il faut tout faire pour mettre en place une constitution. Alors Senghor m'a fait état, j'ai écrit ce livre où j'apporte des témoignages. Oui, Senghor m'a reçu plusieurs fois à la rue Javel, en France, dans le 16e. Il me fait état de ce qu'il informe le président Paul Biya, de ce que son prédécesseur veut changer la constitution. Et le président Paul Biya lui dit de bien voir ça de près. Je cite Senghor. Dans une conversation ou dans une audience entre M. Senghor et le président Aïdjo, je vais vous livrer quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas lu dans cet ouvrage. Le téléphone sonne, c'est très important ce que je vous dis. C'est le président, jusqu'au bout, vous allez réagir. Le président Aïdjo appelle, alors que le président Biya appelle le président Aïdjo, alors qu'Aïdjo est en audience avec Senghor. Nous sommes à peu près le 7 juin 1983. Et quand le président Aïdjo en audience avec Senghor raccroche le téléphone, Aïdjo a ces mots vis-à-vis de Senghor. Très bien, Paul Biya sera là. It's very important. Et quand Senghor sort de là, le 8 juin 1983, il se rend immédiatement chez le président Paul Biya, lui fait état de ce que, dans une audience avec le président Aïdjo, vous avez appelé, vous serez là. Le président Aïdjo convoquait un congrès extraordinaire, une réunion du bureau politique de l'UNC au Lac. Il était donc question, selon Senghor, que le président Paul Biya, s'il s'y rend, il sera assassiné. Alors, le président Paul Biya, le 9 juin, réagit, appelle le président Aïdjo. Paul Biya, c'est un contemporain, et lui dit bien, je ne peux pas me rendre au Lac. Et Senghor m'a fait état de ce que si le président Paul Biya s'était rendu à cette réunion, alors que le président Aïdjo avait déjà démissionné de ses fonctions de chef de l'État, eh bien, il aurait été assassiné comme Thomas Sankara, et le président Aïdjo aurait repris le pouvoir puisqu'il était encore président de l'UNC. Le 18 juin donc, dans la colère, le président Paul Biya balaie tout le monde. Le 20 juin 1983, le président Mitterrand arrive au Cameroun. Vous voyez ce que j'explique, conservateurs et autres. Et il y a une médiation. Le 22 juin 1983, je vous donne des dates politiques très fortes pour les Camerounais qui nous écoutent. Le président Mitterrand doit repartir. Et il propose au président Paul Biya d'aller voir le président Aïdjo qui se trouve déjà à Garoua. Il lui demande s'il ne trouve aucun inconvénient. Je cite ici Guy Pen. Et le président Biya se rend à Garoua. Et à Garoua, pour la première fois, le président Mitterrand mène une médiation et recommande au président, le président Mitterrand mène une médiation et recommande au président Amadou Aïdjo de céder le fauteuil de président national pour apporter une stabilité lisible au Cameroun. Et au moment où le président Mitterrand veut prendre son envol, je vous cite ici Guy Pen. Le président Aïdjo lui dit, j'ai une doléance. Pour la première fois, le 22 juin 1983, le président Amadou Aïdjo lui dit, monsieur le président. Et avant donc de prendre l'avion, il demande si l'avion, le Pélican, peut le ramener. Aïdjo dit, je n'y trouve aucun inconvénient. Ça veut dire quoi? Une fois reparti, au mois d'août 1983,
le président Amadou Ahidjo va démissionner. Mais il laisse à Paul Biya je peux dire une épine dans le pied, puisqu'il y a les conservateurs qui sont conduits par le même Singakwa qui est récompensé. Et de l'autre côté, il y a les rénovateurs qui sont avec Ngango au congrès de Bamenda, qui dit, mais écoutez, on ne peut pas faire du bois, du bon vin dans les vieilles outres parce que les rénovateurs venaient de perdre le combat pour le renouveau. C'était un combat perdu, puisque à Bamenda, il faut le dire, pour la survie, dès le départ du président Paul Biya, qui était entouré des barons et de tous ces anciens qui connaissaient le régime Ahidjo, le président n'avait pas le choix. Du moins, il avait, ou il prend les conservateurs, et puis Ngango prend le parti comme membre du bureau politique, et puis il ne met pas long. Le président a choisi d'abord l'initiation. Il a choisi de continuer. C'est comme ça que M. Singakwa devient le premier secrétaire politique, et le RDPC commence justement à prendre un rythme qui n'est pas celui qui avait été prévu par le président lui-même qui parlait déjà du renouveau. Armstrong. Yes, I was sorry to I'm taking you a bit back, but I'm sure we're going to continue. Now, what I want to take you a bit back is back in the 1980s, before President Paul Biya came to power in the 1982. You cited your stay in France and your encounter with some Cameroonians who were there in France. By then, you talked about Suzanne Kalalobe. Yes. You talked about Anise Kane and so many other persons. And now, on our question to know what pushed you into joining the CPDM, I want to the intention here. What makes it a question is that you people at that time had a different perception about the government in Cameroon led by President Ahidjo, and now when he passed and gave power to Paul Biya in 1982, you decided to pull your weight behind President Paul Biya and some other persons who are there with you, like Suzanne Kalalobe and Anise Kane. They apparently did not do the same. They did not take the same decision. What did you see that they did not see? So, listen. I chose ideology. We have the difference between ideology and CPDM party, who was born in Bamenda. You know that when I chose ideology, the height of this ideology in French is le renouveau qui reposait sur 5 piliers. 5. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique était mon choix. When I chose ideology in CPDM, parce qu'à l'époque, I'm human, j'avais en moi l'envie d'accompagner d'abord un homme, parce que à côté, ce n'était pas agréable to have des exilés politiques. Les Kalalobe, c'était une souffrance pour moi d'être en France et de savoir que moi je pouvais venir en vacances au Cameroun à l'époque et on avait des petits enfants. Je me rappelle les neveux d'Abel et Yenga et autres qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas venir au Cameroun parce que leurs parents étaient des opposants politiques. Il faut donc dire que le Cameroun du renouveau, au départ, était un Cameroun des idéaux, des valeurs. Mais le président Paul Biya, dès lors, a réussi quelque chose, un pari. C'était le retour des exilés. Quel que soit ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, nous n'avons plus des exilés politiques. Mais ce retour intervient dans quel contexte? Ce retour des exilés politiques dont vous faites mention intervient dans quel contexte? Puisque l'on sait qu'entre 85 et les années de Braise en 90, il y a eu beaucoup de critiques sur le manque d'ouverture démocratique promu par le chef de l'État, sur l'absence de rigueur de moralisation dans la gestion des finances publiques et également sur cette absence de justice sociale que les Camerounais espéraient avec l'arrivée du renouveau. Alors, de quel bilan donc vous faites mention concernant le chef de l'État durant ces 10 premières années à la tête du Cameroun?
Ah, très bien. Je crois que le bilan est facile à présenter. 1982, 1992, c'est 10 ans. Il faut rappeler qu'on a un président de la République qui a 59 ans. 59 ans seulement. Hein. Il faut que ceux qui ont les oreilles pour entendre comprennent bien que aujourd'hui, on parlait d'un vieux président, mais certains contestaient déjà un jeune président de 59 ans. Parce que quand le président arrive en 82 aux affaires, il n'a que 49 ans. Il n'a que 49 ans. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on contestait? Comment pouvions-nous évaluer en 10 ans un homme d'État qui, il faut le rappeler, dès 1992, a connu d'abord, au sein de son parti, une rivalité interne dès 88, 2, dans les années 90, une résistance dans son parti, parce que je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a eu des marches au RDPC, lorsque le président a dit préparez-vous pour la démocratie. J'ai encore en idée les grandes marches organisées par Feu Emma Basile, où les gens disaient non au multipartisme. Mais il y a aussi eu l'épreuve du pouvoir avec les villes mortes en 1990, où on a vu les cartons rouges et jaunes. Et il est intéressant aujourd'hui, en 2021, de savoir à qui profitait ce crime. Avant de revenir sur les années 90, et puis, avant de revenir à sa professeure, vous semblez justifier l'échec entre griffes. Non, je ne justifie pas un échec. Parce qu'en fait, le constat qui est fait, c'est que lorsque le président Biya prend le pouvoir en 82, il y a une sorte d'enthousiasme. Et vous avez bien noté qu'il y a beaucoup de Camerounais, des opposants politiques, qui étaient à l'étranger, pour certains en exil, qui reviennent au Cameroun. Vous avez cité certains d'entre eux, on aurait pu ajouter aussi Henri Tekoué, entre autres. Alors, qui est plus ou moins une cousine à moi, n'était pas vraiment exilé. Hein. Oui, bon, mais ce sont des gens qui reviennent au Cameroun, mais qui reviennent au Cameroun à la faveur justement de cette ouverture, je vais dire, avec cette alternance-là. Et beaucoup sont convaincus que les choses vont bouger avec ces idéaux que vous avez évoqués. Au bout de 10 ans, justement, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, d'où les contestations qui vont commencer à naître. Mais vous dites que 10 ans, ce n'était pas suffisant au regard des challenges qui étaient sur le chef de l'État. Vous savez très bien qu'il y a de nombreux pays au monde où les mandats c'est 4 ans, 5 ans, et que les chefs d'État n'ont droit qu'à 2 mandats, c'est-à-dire qu'en 10 ans, ils ont la possibilité de réaliser plein de choses et de permettre à leur pays de décoller. Mais vous semblez plutôt dire que 10 ans, c'était trop peu pour le président Biya. Est-ce que le problème ne se situait pas ailleurs? Non. Faites un bilan. 82, 92, il y a déjà le multipartisme. Il faut un peu qu'on soit sérieux. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous n'avons qu'un seul parti. 10 ans après, nous avons plusieurs partis politiques. Je ne prends, pour exemple, que l'élection présidentielle. D'abord, la première élection législative pluraliste du 1er mars 1992. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Mais à cette élection, n'oubliez pas que, premier bilan, le RDPC est battu aux élections législatives. 88 députés pour le RDPC, rappelons-le, quand même. Et 92 députés pour l'opposition, avec une majorité, merci beaucoup, très forte, établie, où il faut quand même que je vous rafraîchisse la mémoire. N'oubliez pas que après l'élection du 1er mars 1992, il suffisait qu'un bel Obouba Maïgari, qui avait 68 députés, un Augustin Frédéric Kodok, qui avait 18 députés. Je veux que le professeur Baïbek entende ça. L'UPC, 18 députés. Le MDR de Dakole Daïsala, 6 députés. Il suffisait qu'il fasse ce qu'on appelle en sciences administratives, en sciences politiques, déclaration de politique commune, pour que le président Paul Biya n'ait plus la possibilité de nommer un premier ministre dans son camp.
Mais l'opposition a été majoritaire ici. C'est un bilan de 10 ans. La première élection présidentielle, qu'est-ce que l'opposition a fait? Monsieur Bello Bouba-Magari est devenu ministre d'État. Je me rappelle à l'époque, il s'agit du développement industriel et commercial. Monsieur Kodok est entré. Il est devenu, je crois, à l'époque, ministre de l'Agriculture. Et puis monsieur Dakoli Dassara, ministre d'État MDR. À qui la faute? Si vous... pardon, pas vous. Je veux expliquer que l'opposition n'était pas capable de gouverner. Le peuple camerounais leur a fait confiance. Oui, mais qui peut nier? Mais d'autres estiment plutôt que c'est le parti au pouvoir et le pouvoir de Yaoundé qui ont négocié à coup d'argent ces entrées de leaders politiques au sein du gouvernement pour empêcher cette déclaration de politique commune qui devait être faite à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce genre de pratique, pour vous, est-ce que vous confirmez, vous avez le sentiment qu'il y a eu ces manœuvres, ces manigances? Mais vous apportez donc la preuve que l'opposition est faible, qu'elle est fragile, qu'elle est vulnérable. Écoutez, si vous pouvez corrompre une femme au point de l'amener en lui donnant un peu d'argent, de quitter son foyer pour vous, à qui la faute? C'est que la femme est faible. Vous allez reprocher à celui qui convoite la femme d'avoir accepté donner de l'argent à cette femme si ce que vous dites est vrai? Donc vous voyez que la démocratie, au regard de ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement le gouvernement. Vous savez, lorsque je faisais mes études de sciences politiques, j'ai été influencé par un professeur, le professeur Birnbaum, Pierre Birnbaum, qui nous rappelait que chacun de nous, dans la construction de la démocratie, détient une parcelle de pouvoir. A dit le journaliste qui est fragilisé parce qu'il a été corrompu et qui ne joue pas le rôle démocratique, fragilise l'État. Il faut quand même qu'on dise, mais regardez parfois certaines chaînes de télévision, parfois vous, journalistes, invités pour détruire la démocratie ou alors pour fragiliser les institutions. Le professeur a son rôle, le planton a son rôle, chacun de nous détient une parcelle de pouvoir. Et la force, on vient de le voir aux États-Unis, des grandes démocraties, mais écoutez, ce sont les hommes, c'est-à-dire qui sont dans l'opposition et au sein du pouvoir, qui œuvrent pour que ces institutions soient mises en œuvre. Professeur, alors si vous êtes dans un parti, I'm finished there, où vous êtes toujours en train de dire on a corrompu, vous savez ce que c'est qu'avoir une majorité et refuser de gouverner et de s'allier pour avoir des postes de ministres? Même si moi, je voudrais ici vous avouer que j'ai rencontré une personnalité comme Bello Bouba-Magari, qui, heureusement, lui, il est encore là. Parce qu'il y a aussi Kodok que j'ai rencontré, j'ai voulu comprendre ce qui avait incité, y compris Kodok, à gouverner, à aller gouverner ensemble. Ils ne m'ont pas parlé d'argent. Ils m'ont plutôt fait état de ce que... Là, vous parlez... Ils voulaient sauver la démocratie. De l'opposition. Vous parlez de l'opposition et de ses faiblesses. Pourtant, on est en train d'évoquer, par exemple, le bilan de la première décennie. Non, de la première décennie, je vous dis qu'il y avait la démocratie. Oui, c'est vous qui ne suivez pas. Parce que quand vous parlez de la corruption, par exemple... Puisque non, je ne peux pas parler de la corruption. Oui, bon, j'ai dit que... mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Non, restons en 92. Oui. Vous parlez du bilan de la décennie. Oui. Je vous démontre que, quelque part, si la corruption était avérée, c'est à qui la faute? C'est ceux qui ont été corrompus. Mais en réalité, je pense que... aussi peut être celle du pouvoir en place. Alors, c'est là où je voulais chuter. Parce que justement, vous avez parlé des idéaux, et dans les idéaux, vous avez parlé de la moralisation. Très bien. Est-ce que cette moralisation-là ne s'accommode pas mal de ces pratiques qui ont permis, par exemple, au ADPC, de pouvoir occuper l'Assemblée nationale avec, je veux dire, en allant puiser dans l'opposition pour se consolider une majorité. Dans ce livre, j'ai ici dedans également quelques échanges que j'ai eu avec le ministre Kodok et Dakole Dachala qui vit encore, et même le ministre Bello que j'ai déjà eu à rencontrer pour comprendre. C'est là où je voulais chuter. Le motif de leur alliance, je vous cite ici Kodok, page 21 de mon ouvrage. Je suis allé vers le président Paul Biya parce qu'il fallait stabiliser le Cameroun. Le président Bello Bouba-Magari de l'UNDP m'a fait état de la même chose. Il m'a dit que nous sortions en fait d'une période très difficile, la première élection législative. Il fallait que j'aille
au gouvernement pour stabiliser le pays. Ouais, moi, je vous donne un autre motif. Monsieur ne fait pas de l'argent, ça ne regarde que nous. Okay, Professor, now, mais je voudrais ici vous démontrer que, en réalité, ce sont les héros de la stabilité du Cameroun. Maintenant, c'est à vous d'apprécier. That is the attitude of the opposition then. Some people will say it was an irresponsible decision taken by the opposition then. That's why some people will say that it was a very irresponsible decision taken by the opposition. Then, at the time when Cameroonians gave them their confidence, can you now at least confirm that the Renouveau or the New Deal, as you will call it, the New Deal, yes, failed? New Deal. Can you now at least confirm that it failed? It failed majority of Cameroonians who decided at the first election to give confidence to the opposition. No, I think that our country, Cameroun, notre pays, le Cameroun, a d'abord besoin des patriotes. Des gens qui savent faire la différence. Who know the difference between the peace, la paix, ceux qui savent la différence entre la paix qui peut les amener, qui peut amener ceux-ci à faire des concessions politiques, et les postes de pouvoir in government, les postes de ministre. Parce que, voyez-vous, ce qu'on peut penser 10 ans après, nous sommes encore dans la première décennie, c'est qu'à un moment donné, la démocratie camerounaise a pris un coup. Parce que il fallait stabiliser un pays qui sortait 10 ans à peine après les indépendances. C'est-à-dire, quand je prends la décennie 60-70, où il y a le maquis, mais d'un système colonial où on avait hérité de rien. Regardez, quand nous sommes dans une grande émission comme celle-ci, No, where is the reflection? Prophet, ask you a different question. Look, you are trying to Where is the justify. reflection? You are trying to justify the decision of it's important to justify the decision of Daikoli Daisala by Oui, then having chosen to come to the government. Yes. My question is this: Yes. the question is the fact that majority of Cameroonians voted the opposition means that they were not okay with the CPTM led by the President Paul Biya, by then the New Deal government. What justified the failures? The fact that Cameroonians could not give confidence to a new government that was just coming in place, even with the first election, giving their confidence to the opposition. Il faut d'abord vous rappeler quelque chose. C'est le peuple qui est souverain. The question now is that why? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en 1992, before to answer your question, pourquoi les Camerounais ont voté pour l'opposition en 92? C'est aussi là où moi je voudrais vous amener. Je voudrais vous amener à comprendre que les Camerounais voulaient un changement à la base. Mais rappelez-vous, do you remember when SDF and all opposition, ils avaient mis un slogan qu'on appelle Biya must go. Est-ce qu'on peut dire que dès le 1er mars 1990, avec CPDM must go, ce slogan ne tenait pas? Mais les opposants n'ont pas pris leurs responsabilités, monsieur Noufele, my dear Armstrong. It's very important to explain that. Vous avez une majorité que le peuple vous donne. Vous refusez de gouverner et vous vous ralliez à celui qui est au pouvoir. Quelle que soit la raison, je peux dire qu'à partir de là, les Camerounais ont commencé à juger l'opposition. Et on est arrivé à une situation où la confiance est partie parce qu'il y a eu les villes mortes, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu une ouverture, on a vu ce que ça a donné. Et finalement, les principaux leaders politiques ont choisi eux-mêmes d'aller vers le gouvernement. Et on ne peut pas philosopher là-dessus. On peut tout simplement constater que non, les opposants ont eu la possibilité de gouverner, de prendre le pouvoir à travers le Parlement. Malheureusement, 10 ans après, les opposants ont refusé de gouverner. Au-delà du Parlement, il y a eu cette élection présidentielle durant laquelle le SDF a revendiqué sa victoire, dénoncé des fraudes massives et l'utilisation de la répression
contre ceux qui critiquaient les résultats officiels qui avaient été rendus publics. Pourquoi utiliser toujours la répression et la fraude face à des élections transparentes, selon le SDF, qui avait donné la possibilité de provoquer une alternance au sommet de l'État? Monsieur Nofele, des experts ont compilé les résultats et ont reconnu que cette élection a été un peu trop démocratique. Je vous prends. Qu'est-ce que vous entendez par là concrètement? Mais j'entends que la démocratie s'est transformée, et comme l'annonçait déjà le président Paul Biya dès sa prise de pouvoir. Et je vous cite un de ses discours en 1983, que malheureusement, les villes africaines sont en train de se transformer en lieu où se pratique le tribalisme. Et Paul Biya, dans ce discours en 1983, un discours qui m'a énormément marqué, j'étais à l'époque en France, et il fait remarquer dans ce discours que vous n'avez qu'à observer nos quartiers. Si nous ne faisons pas attention, il y aura un embrasement qui va fausser notre démocratie. Que s'est-il passé en 1992? En place, au lieu de la démocratie, l'option était essentiellement tribale. Les gens ne veulent pas que les autres en parlent, mais on a parlé, même si ça choque certains, à tort ou à raison. Et j'ai lu plusieurs travaux à l'époque de Concho et de nombreux experts, et je le dis ici, il y avait un axe qu'on a appelé Anglo-Bamileke. Ça ne plaisait à personne. Mais la réalité était qu'à un moment donné... Mais cet axe avait été utilisé, il faut le préciser, pour la première fois par les tenants du pouvoir face à la candidature du SDF de John Fundi à l'élection présidentielle. Bon, il y avait plusieurs diffusions sur les télévisions, sur la radio publique, estimant qu'il y avait cet axe qui avait été mis en place autour de ce candidat face au chef de l'État. Est-ce que vous confirmez cette tribalisation du débat politique à l'époque, faite par les tenants du pouvoir pour empêcher un candidat de pouvoir tenir face au président Paul Biya? Nous qui étions à l'étranger, je vous assure, Cédric Nofele, vous connaissez mon ouverture, à travers mes origines, Sawa et de Mère Betty, je vous assure, j'ai encore devant moi un document que j'ai mis dans mes travaux de thèse. Il y avait un journal qui s'appelait Challenge Hebdo. Franchement, il fallait le lire. J'ai pas envie de cracher ce que, à l'époque, son auteur, un certain Benjamin Zébazé, écrivait déjà: les bêtis sont bons pour baiser les femmes, ils ne sont pas bien pour gouverner, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et je cite ici quelques points de vue d'Abel Eyinga, qui estime que lorsqu'il y a eu le processus de démocratisation. Mais vous tenez des propos très graves. Mais allez, on a suivi. Il y a eu plusieurs articles dans Challenge Hebdo qui faisaient plutôt état d'une chasse aux sorcières organisée dans plusieurs villes du Cameroun. Je vous parle contre des personnes originaires des régions de ces candidats-là. Parce que vous citez des communautés qui ont été stigmatisées dans des articles. J'en viens. Même les Est-ce que vous avez les preuves? Les bêtis, non. Je vous rappelle que les bêtis, eux aussi, ça aussi, il faut le dire, ne sont pas demeurés tranquilles. Les petits ont estimé que c'est un pouvoir qu'on venait leur arracher. Là, je vous cite Abel Eyinga, qui m'a fait état à l'époque de ce que, lorsque lui menait une opposition forte, parce que l'un des plus grands opposants à ce régime à l'étranger, c'était quand même Abel Eyinga, qui était non seulement Boulou, mais Betty. Abel Eyinga m'a fait état de ce que certains venaient le voir et lui disaient: écoute Abel, ton frère ne peut pas être au pouvoir et tu es dans l'opposition. Je vous démontre l'état d'esprit qui régnait sur le terrain. Donc, moi, en tant que politologue, ce livre encore que je brandis est là. J'ai scruté les résultats. J'ai eu à faire l'autopsie des résultats. Alors, quand on m'a dit que le président Paul Biya avait perdu, j'ai dit: je vais le vérifier. Avec un groupe de politologues. On a observé que l'un des plus beaux scores du président Paul Biya à l'ouest était à peine de 10%. Suivez-moi bien. La Mésam, je vous donne les résultats de la Mésam. Et c'est ça la mémoire aussi d'un homme politique et d'un analyste qui travaille pour la postérité. Vous connaissez le plus beau score du président au nord-ouest à cette époque? C'était 3,75. Paul Biya, élection présidentielle du 11 octobre 1992, dans le Grand Nord-Est, 3,75. Ça veut dire quand même que John Fundi, certes, il y avait ce qu'on appelait l'Union pour le changement, qui regroupait au-delà du SDF d'autres partis de l'opposition.
Mais je reconnais que dans ma région natale, à Douala, le président Paul Biya a eu 15% dans la ville de Douala, dans cette ville et dans le grand littoral. Alors quand je passe, je scrute, je passe au peigne fin en tant qu'analyse, je sors donc de l'ouest, des régions du nord et du sud où je montre une forte connotation tribale parce que l'élection est tournée par les leaders centraux de cette opposition qui était en coalition dans le SIF. Je vais maintenant chercher au centre. Je vais chez ma mère qui est étonne de mon intérêt. Paul Biya, 98%. Je remonte à Sangmélima, 97%. Je remonte à l'est et ailleurs. Et je me rends compte que, mais tiens, Paul Biya a aussi eu des grands scores dans les régions du centre, du sud et de l'est. Où s'est donc passée la victoire du président Paul Biya? Au nord. Parce que quand on va chercher au nord, l'extrême nord, je vous donne le score même d'Embel Obouba Magari, qui s'en sort avec un 19% à l'élection présidentielle. Moi, j'ai des chiffres. Hein. Vous savez, les Camerounais font la politique, ils n'écrivent pas, ils bavardent, ils sont sur les plateaux, les journalistes pas. Moi, j'ai écrit. D'ailleurs, je vous avais déjà offert cet ouvrage. Professeur, vous vous souvenez quand même je vous offre cet ouvrage. Merci, hein. merci, je vous le donne. Merci, professeur. Est-ce que vous vous souvenez quand même je vais chuter. Oui, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Duval va réagir. Je vais chuter. Oui. Je vous montre que c'est le Nord qui a été décisif. L'extrême Nord, le Nord et la Damawa. C'est là où Paul Biya, c'est le Nord qui a mené les arbitrages entre un groupe fortement tribalisé, entre l'Ouest, le Nord-Ouest, le Centre, le Sud et les autres, où chacun a voté pour son candidat. Dieu merci, le Nord a donné 19% à Bel Lebou et Magari et le reste des voix sont allées vers Paul Biya. Et je vous rappelle que le SDF n'a pas eu 2% au Grand Nord. Alors j'ai donc demandé aux gens, où est-ce que Paul Biya a perdu? Professeur, où est-ce qu'il a perdu? Arrêtez un peu ces fantasmes. Professeur, est-ce que vous vous souvenez tout au moins Il n'avait jamais perdu cette élection. Vous vous souvenez tout au moins? Mais il y avait un score serré. Vous vous souvenez parce que l'élection était tribalisée. Ok, au-delà de la tribalisation de l'élection. Oui, mais est-ce que vous vous souvenez tout au moins que ces élections, les résultats avaient été contestés? Oui, par les tenants de l'Union pour le changement. Pas seulement les tenants pour l'Union pour par le changement. Puisque, vous vous souvenez au moins... le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. La Cour suprême à l'époque. Oui, la Cour suprême, d'ailleurs, merci. Est-ce que vous vous souvenez... qui officiait en place et lieu du Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez de la position des États-Unis à l'époque? Oui, écoutez, Francesca Cook, qui était ambassadrice des États-Unis au Cameroun. Mais au contraire, il y a eu des incidents entre ces dames d'ailleurs, que lisez l'ouvrage, moi j'ai rencontré Francesca Cook, qui elle-même a fait état, je cite Francesca Cook dans cet ouvrage, de ce que malheureusement, elle n'avait pas compris que le Cameroun était fortement divisé en communautés d'intérêt. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, si vous me permettez de chuter sur ce point. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Vous savez, lorsque certaines personnes me parlent du MRC, et on dit que c'est un parti de Bamileke, je leur dis non. Vous n'avez pas de lecture politique. Prenons la dernière élection présidentielle. Vous allez voir qu'elle ressemble drôlement à ce qui s'est passé en 1992. Lorsque vous allez aux législatives, le tribalisme demeure un ancrage réel. Le NUN a voté et vote seulement pour l'UDC. Cabral Libi, que vous citez tant là, ce sont les bassins. Hein? Parce que moi, je me rappelle, lorsque je battais campagne, en tant que membre du comité central du RDPC, je me suis retrouvé à aller donner un coup de main à l'élection présidentielle à mon parti. Mais j'ai rencontré des jeunes qui disaient que IPC Atabé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'IPC, Ndik Manbay Aye. Je vous traduis parce que les Yabassi, notre langue c'est le bassin mélangé avec le Douala. Il n'y a pas l'UPC, il n'y a pas le crabe, mais l'enfant du village est là. Qu'est-ce qui peut expliquer dans un pays où il n'y a pas de tribalisme que M. Cabral Libi ait battu le chef de l'État dans l'Union Ekele?
C'est du tribalisme. Pourquoi vous occultez le fait qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse avoir la compétence et présenter un programme politique qui puisse être apprécié, que ce soit dans son département d'origine ou dans d'autres villes du Cameroun où il a pu engranger des voix? Est-ce que ce n'est pas cette tribalisation du débat qui empêche d'analyser les véritables performances des candidats et de poser des problèmes de fond concernant le système électoral? Vous avez raison, M. Loufele. Mais pour mettre fin à ça, il faut en parler. Il ne faut pas que les gens se lèvent un matin et se mettent seulement à dire que ce sont les Bamileke. Comme moi, je vois les gens faire. Quand vous savez qu'un bel Bouba Magari n'existe que parce qu'il a les voix au nord. Même chose pour Enissa Chirouma. Même si ces voix profitent à mon maître politique, Paul Biya. Ou à l'extrême nord, quand vous avez un Dakore d'Aïssala. Je vous démontre ce qu'on appelle notre sociologie électorale. On en parle. Et alors, permettez-moi, je vous en prie, d'apporter un petit élément. Alors, certains m'ont posé récemment la question de savoir, oui, lorsque le président, en 2011, engrange aussi des grandes majorités au Sud. J'ai dit, mais oui, moi je suis un Yabassi. Je voudrais quand même rappeler que, est-ce que Paul Biya n'est pas celui qui porte le RDPC parce qu'il est président de la République, lorsque vous savez quand même que, bon, lorsque dans la distribution des cartes, le président de la République, lui, il a un grand parti national parce qu'il peut envoyer un ministre battre campagne. Parce que les gouverneurs peuvent être aussi nos militants. C'est autorisé. Les préfets peuvent être nos militants. Qui l'a autorisé? Oui, non, c'est autorisé dans quelle disposition, s'il vous plaît? Non, c'est-à-dire que quand vous êtes fonctionnaire, il n'est pas interdit de faire de la politique. D'ailleurs, quand vous lisez les textes de base du RDPC, peuvent participer au congrès les gouverneurs militants du parti. Là, mais cela ne signifie les textes du parti. Oui, mais bien sûr. En droit, ce qui n'est pas autorisé est permis. Je voudrais d'ailleurs vous dire qu'on a aussi eu des gouverneurs qui étaient dans l'opposition. Vous savez, moi, quand je fais une émission comme celle-ci, je fais ce qu'on appelle l'éducation populaire. Est-ce que vous souvenez, M. Noufele, d'un certain Achou Mofor, qui était du SDF, petit frère du Premier ministre Achidi Achou, et qui était militant du RDPC à l'Est en 92. Il a même démissionné. D'ailleurs, ça m'amène à chuter en vous faisant remarquer quelque chose. Je rencontre Achidi Achou, Premier ministre. Il me dit, mais mon frère, mon demi-frère, m'appelle et me dit qu'il vient d'avoir Mme Francesca Cook. Et quelques personnes qui lui disent que ça y est, l'élection se passe très mal. Et son frère lui demande de démissionner Premier ministre. Achidi dit, je ne peux pas démissionner. Donc, c'est vous dire que, en tant que fonctionnaire, je suis professeur, je suis militant du RDPC. Qu'est-ce qui m'interdit, en tant que chef de village, d'ailleurs on reviendra sur les chefs, d'être militant? On parlera de ce processus. Donc, c'est vous dire que le fonctionnaire, il y a des fonctionnaires de l'opposition. On parlera de ce processus démocratique dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, une courte pause. Dans l'émission La Vérité en face, invité ce soir, le professeur Pascal Charlemagne Msanga Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. D'abord, une courte pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, le professeur Pascal Charlemagne Msanga Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC. Vous venez de faire des révélations graves sur l'implication des gouverneurs et préfets dans la vie politique du parti au pouvoir. Pourtant, ils sont censés être neutres dans la scène politique. Est-ce que cette présence des gouverneurs aux côtés du RDPC durant les meetings, cela les contraint à pouvoir jouer ou manœuvrer en faveur du parti au pouvoir durant les élections telles que le pense l'opposition? Lorsque vous avez l'élection présidentielle de 92, où c'est le MINAC d'ailleurs qui proclamait les résultats,
on voyait bien que le pouvoir était en difficulté. Aujourd'hui, il y a un organe, l'ICAP, qui ne joue plus ce jeu. Le gouverneur, comme le préfet, est un citoyen d'abord. C'est une prescription constitutionnelle sur les libertés qui reconnaît le droit de vote à tout le monde et le choix de ses idées. Je voudrais bien préciser que il n'est écrit nulle part, et ce n'est pas interdit qu'un gouverneur soit militant du parti. Je ne sais pas pourquoi, lorsque les choses qui se passent en France... Mais il y a des constats qui sont faits. Lesquels? Par exemple, Lesquels? Les autorités administratives interdisent presque systématiquement tous les meetings de l'opposition dans les villes comme Douala et Yaoundé, estimant qu'il y a des risques d'atteinte à l'ordre public. Mais pour ce qui concerne les meetings du parti au pouvoir, ils sont autorisés, ils sont même organisés en présence à la fois des sous-préfets, des préfets ou des gouverneurs. Comment comprendre cette politique? Est-ce que c'est aussi ça que vous leur demandez? Est-ce que vous leur demandez aussi de pouvoir empêcher l'opposition de mener ses activités politiques et de favoriser le parti au pouvoir? Est-ce que ce sont des consignes qui sont données? Il y a des ailes, c'est vrai, où des confusions s'opèrent entre les fonctions de sous-préfet, préfet et je dirais aussi parfois gouverneur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les perversions de la démocratie. À un moment donné, on ne peut pas contrôler certains agents de l'État. Voyez-vous, monsieur Noufélé, vous êtes ici sur une chaîne de télévision, vraiment regardez partout. Vous savez que certains journalistes, pour que vous soyez sur un plateau comme celui-ci, demandent de l'argent. Vous ne m'avez jamais invité moyennant de l'argent. Alors ceux qui le font, est-ce qu'ils ont l'aval de votre chef, qui est d'ailleurs un ancien militant du RDPC, Séverin Tchounkeu? Moi, Séverin Tchounkeu, quand nous étions au parti, c'était notre secrétaire adjoint, notre trésorier adjoint. Vous comprenez? C'est vous dire qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Séverin ne peut pas accepter qu'on invite quelqu'un moyennant de l'argent. Et ces perversions. Professeur, est-ce que pour des raisons d'élégance et d'éthique, il n'aurait pas été bon que ces fonctionnaires qui occupent des fonctions importantes au sein de l'appareil de l'État puissent un tout petit peu se mettre en marge lorsqu'il s'agit, par exemple, de leur implication dans l'organisation des élections, pour qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes, impartiales, dont les résultats peuvent être acceptés par toutes les parties? Je vous trouve quand même naïf. Hein. Vous savez, parce que vous allez ébranler la démocratie. Je vais vous donner quelques indications, monsieur. Lorsque Barack Obama arrive au pouvoir et il remplace un démocrate comme lui, 10 000 fonctionnaires partent quand Clinton quitte le pouvoir pour rejoindre M. Obama. Pourtant, ils sont du même parti. Mais vous voulez ébranler la démocratie? Vous voulez après qu'on prenne les fonctionnaires stratégiques où? Mais vous avez vu récemment, au moment où Joe Biden est arrivé, vous qui aimez bien voir ce qui se passe ailleurs, c'est une cooptation qui se fait en termes de couleur politique. Revenons en France, un pays que je connais très bien. Mais écoutez, toute la haute administration est politique, tous les ministres. Le ministre de l'Intérieur qui proclame les résultats, monsieur, vous êtes tellement naïf qu'il faut parfois que je le rappelle, est une personnalité d'un parti politique. Mais je ne sais pas si... Mais sauf que tous ces pays que vous citez... Sauf que tous ces pays que vous citez, il y a des organes en charge justement de l'organisation des élections qui sont assez, je veux dire, qui sont acceptés pour l'essentiel par toutes les parties prenantes. Mais voyez, je n'ai pas de mots tellement vous êtes naïf. Vous continuez à croire qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui proclame les résultats. Ce n'est pas un organe. C'est pourquoi je vous dis que vraiment, faites attention quand même. Est-ce que ces résultats sont tout le temps contestés, professeur? Vous avez tellement une méfiance et une critique systématique. Est-ce que ces résultats sont tout le temps contestés? Mais comme c'est le cas chez nous. Permettez-moi donc de vous expliquer. Oui. Vous avez en plus les meilleurs yeux que moi. Quand il y a vote en France, ce n'est pas le bulletin unique. Chacun a son bulletin. Quand il y a vote en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous savez pourquoi on ne conteste pas? Parce qu'ils n'ont pas de mauvais perdants comme les opposants africains. Ça veut dire qu'ici, en Afrique, lorsqu'un opposant perd, il ne se remet pas en cause. Et lorsqu'un président en fonction en Afrique perd les élections, rarement il accepte ces résultats, ou du moins l'opinion publique n'est pas très au fait du mécanisme transparent de publication des résultats. On a le cas illustratif des États-Unis où un président en fonction
a perdu l'élection. Il a contesté à travers les juridictions compétentes. Il a même appelé des gouverneurs qui sont du même parti politique que lui et qui l'ont fait savoir que les résultats issus de leur circonscription électorale prouvent bel et bien que son adversaire politique a remporté ce scrutin. Est-ce qu'on peut transposer ce comportement républicain des différents gouverneurs, préfets, administrateurs au Cameroun? Est-ce qu'on peut le transposer ici? Non, actuellement, monsieur Noufélé, ce ne sont plus les gouverneurs et les préfets qui proclament le résultat. Mais vous faites bien de prendre le cas des États-Unis. Ce qui nous a impressionnés. Vous voyez ce que ça coûte à quelqu'un qui s'autoproclame président élu? Washington était inaccessible parce qu'il fallait protéger la République. Vous avez raison. On peut expérimenter peut-être ça un jour. Si jamais, il faut aussi dire l'instance suprême, qui est la Cour suprême, proclame un opposant vainqueur. Vous savez, moi j'ai discuté un jour avec le général Nganso. Vous savez, aujourd'hui, je suis l'une des personnalités qui prépare, qu'il a plus ou moins sollicité pour écrire ses mémoires. J'ai discuté avec le général Nganso. Je lui ai posé une question, mon général. Il nous suit. Nganso Sunji. Mais qu'est-ce qui vous a amené à soutenir en 1992 le président de la République? Je vous cite Nganso Sunji qui vit encore. Il m'a dit, mon fils, au moment où nous préparons un petit travail, si la Cour suprême avait proclamé Paul Biya perdant, l'armée prenait ses responsabilités pour protéger John Frondi. Bon alors, ramenez à votre exemple, monsieur. Vous êtes en train de nous dire que on a une opposition au Cameroun qui s'appuie sur la Cour suprême pour être investie. Rappelez-vous à la dernière élection, 28 candidats. La Cour suprême et les CAM, aujourd'hui qui existe, a retenu 9, dont le président de la République. Maintenant qu'ils vont aux élections, le Conseil constitutionnel qui fait office aujourd'hui au regard de ce qui se passe aux États-Unis, le Cour suprême proclame Paul Biya vainqueur. Vous avez quand même des gens qui viennent vous dire qu'ils peuvent contester cette élection. Alors que lors de cette proclamation, avec des erreurs incroyables, où un candidat vous a même dit que il faudrait qu'on annule partiellement. Lorsqu'il y a une circonscription unique, vraiment c'est terrible, qu'on annule partiellement les élections là où il n'y a pas eu lieu. Alors quand vous avez de telles cours, des gens qui se perdent, qui sont dans la contestation systématique, ramenez au préfet ou au sous-préfet, qu'est-ce qu'on doit faire de ces gens-là? Mais professeur, est-ce que le problème du système électoral ne se pose pas au Cameroun de votre point de vue? À quel niveau? Dites-moi. Moi, je vous ai fait remarquer d'entrée de jeu que quand le président Paul Biya arrive, c'est le MINAT qui proclame les résultats. Aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est l'opposition qui a sollicité certains instruments. D'ailleurs, si je me fie à l'analyse politique réelle, nous avons des revendications qui font débat chez les intellectuels. Je vous cite deux en guise d'illustration. Vous avez certains intellectuels de l'opposition, comme moi je suis un intellectuel du pouvoir, je ne le cache à personne, qui vous disent que aujourd'hui, il faut une élection à 2 tours. Mais moi, qui écris des livres, je viens encore d'écrire un dernier ouvrage qui s'est vendu en près de 25 000 exemplaires. Hein? La mondialisation et les nouvelles contraintes étatiques. D'ailleurs, monsieur nous fait ces 2 livres, je vous les offre. Moi, j'écris. Allez à Google. Allez aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, hein, à Amazon. Je vends beaucoup mes livres. C'est venu sur cette télé, je roule en Deutschland, je roule avec les belles, ce que je vends les livres. Je vous offre un deuxième. L'État et la régulation sociétale. Et je ne publie pas au Cameroun. Et je ne publie pas pour changer de grade. Vous allez voir que l'État et la mondialisation et nouvelles contraintes étatiques a été préfacée par le professeur Jacques Famendongo. Mais écoutez, on est étonné de voir que chez nous, on conteste systématiquement les élections. On conteste systématiquement le rôle. Dans cet exemple, mais écoutez, moi je dis aux gens que les pays... Donc pour vous, les raisons qui sont évoquées par les opposants politiques pour contester ne sont pas fondées. Permettez-moi juridiquement, j'ai écrit. Moi j'écris. Je suis docteur en droit public et je suis docteur en sciences politiques. Je me permets d'ailleurs, je vous dis sur ce plateau, à l'université camerounaise, je suis seul titulaire de 2 doctorats nouveau régime. À partir de là,
Il ne suffit pas que je vienne ici, qu'on dise que je suis un docteur ou un professeur titulaire. J'ai écrit dans l'État et la régulation sociétale au niveau de l'anthropologie, la démocratie s'assoit sur un socle juridique interne. Parce que nous sommes un État communautariste, c'est-à-dire avec plusieurs ethnies, je pense qu'une élection à un tour garantit la régulation. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qui se passe actuellement. Mais si on fait 2 tours, moi je pense, là c'est le politologue Messanga Nyamdi qui s'exprime, qu'au premier tour, ce sont les ethnies qui vont s'exprimer. Je vous assure, si vous faites cette affaire de 2 tours, comme j'entends certains intellectuels apolitiques ou spontanés ou assoiffés de l'alternance dire, vous aurez un premier tour ethnique et le deuxième tour sera une négociation entre les ethnies majoritaires. C'est ce que moi j'ai écrit. Et l'État et la régulation sociale au miroir de l'anthropologie du droit. Voilà un débat. Donc quand on parle du code électoral, moi je ne suis pas pour, même après Paul Biya, je ne suis pas pour une élection à 2 tours parce que nous sommes des communautés qui peuvent se tribaliser fortement au premier tour et un deuxième tour avec un consensus tribal. Mais pourtant, vous vous félicitez de ce que le président de la République, candidat du RDPC, a été plébiscité par l'ensemble des Camerounais électeurs durant le scrutin d'octobre 2018. Oui. Alors, comment expliquer que vous, lorsqu'il faut parler d'une révision du système électoral, vous insistez sur le communautarisme dans le choix du vote, alors que votre candidat, vous dites qu'il a été élu par l'ensemble des Camerounais? Monsieur Noufélé, vous voyez l'ouvrage là, l'État et la régulation sociale, qui a été publié en Angleterre. Hein. Ce n'est pas comme certains collègues ou personnes qui, pour changer de grade, publient dans des petites éditions et tout ça. Moi, c'est PUF, Albert Michel et Grandes Éditions. C'est une conséquence du premier tour. Je vous assure que si le président Paul Biya n'avait pas institué cette élection au premier tour, on serait très mal. Et je pense quelque part qu'on n'irait pas à la configuration politique actuelle. Tenez, analysons un peu ces résultats. Ne serait-ce que les résultats du président de la République. Moi, je prends toujours la peine. Mais écoutez, vous allez constater que le président Paul Biya a eu 71% de voix. Je voudrais vous faire remarquer techniquement. 1. Si l'opposition était unie. Quand je prends les résultats du ministre Kamto, les résultats de Cabral Libi, les résultats du SDF et du défunt pasteur qui est parti, vous savez ce que je constate? Dans cette région, hormis le Grand Nord, le président Paul Biya, ces gens avoisinent à peu près 30% de voix. Écoutez ce que je voudrais vous expliquer. Quand vous prenez le nord ou le sud-ouest, le centre, le sud, l'est, le littoral et l'ouest, vous savez le score que le président Paul Biya a eu? Globalement, 24%. Ça veut dire que si vous faites 71 moins 24, ça veut dire que en laissant le score du Grand Nord, le président Paul Biya, avec une opposition unie, est battu dans le Grand Sud. Sans le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. Mais à la dernière élection présidentielle, mais le président n'a eu que 24%. C'est pourquoi je suis très critique vis-à-vis de l'appareil politique qui soutient, qui organise l'élection au sein du RDPC. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que, effectivement, il faut changer des politiques. Et dans cet appareil politique, il y a un membre éminent du bureau politique, oui. Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, oui. Le sultan roi des Bamoun, oui, qui lors du grand dialogue national, oui. Lui s'est prononcé en faveur d'une élection présidentielle à 2 tours et d'une révision du mandat présidentiel à ramener à 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui. Il estime que l'un des problèmes majeurs du Cameroun, c'est l'alternance au sommet de l'État. Une telle alternance, selon lui, pourrait se produire même au sein d'une même formation politique. Comment appréciez-vous cette prise de position? C'est une bonne prise de position parce que nous sommes un parti où les gens ne se sont pas radicalisés. Vous avez vu mes prises de position au RDPC. Moi, je sais dire que le RDPC, du moins certaines personnes occupant les fonctions du pouvoir, de pouvoir et de décision, ces réclamants du RDPC ont fait trop de mal à ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les vols, les détournements de fonds, les problèmes de gouvernance. Regardez aujourd'hui, on admet tous ces stades que nous avons. Nous avons les plus beaux stades du monde.
je dirais même d'Afrique. Seulement? Permettez-moi de vous vous m'avez demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. Lorsque nous apprécions ces stades, derrière nous avons bien conscience, lorsqu'on est un patriote, que ce n'est pas ce que le président a demandé. Le président a demandé des complexes sportifs. Voyant que des personnes ont détourné des fonds et ont détourné son projet, le président s'est dit, en attendant, je ne les mets pas tout de suite hors d'état de nuit, sinon je n'aurai pas de stade. Les faits donnent raison au président. Au moins, ils nous ont fourni des stades, mais nous sommes bien conscients qu'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de terrain de basket, il n'y a pas de boutiques comme cela a été initialement prévu. C'est un mal que ces camarades font au Cameroun. On peut aller plus loin. Et les projets structurants. Mais vers le Mekine, allez voir Mekine. Je vous dis, il y a toute cette zone-là. Bembis peut disparaître. Allez voir le coup. Il faut savoir soutenir le président avec de nouvelles idées. Mais pourquoi ces surfacturations? Permettez-moi. Pourquoi ces détournements? Ce sont des voleurs. Comment vous pouvez me demander quand quelqu'un vient casser votre maison, vous dites pourquoi il a cassé votre voiture? Parce qu'il avait un ordinateur, c'est un voleur. Nous avons des bandits dans le système. Le mot de bandit en colban ne vient pas de moi. Le président l'a dit. Il faut des gens courageux dans le RDPC. À un moment donné, pour dire que le président Paul Biya a été trahi par une élite comprador qui a tout confisqué et qui ne l'a pas suffisamment accompagné. Vous croyez qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur ce plateau, je reviendrai sur le code électoral? Je suis content de savoir que le président ne peut pas se rendre aujourd'hui en France, en Angleterre, à Genève, aussi librement, parce que une partie de la diaspora, cette extrémiste, perturbe ses séjours. Donc c'est alors que, je vous en prie pour si ça, vous pouvez me laisser aller qu'on comprenne, oui. Est-ce que c'est à cause de cette diaspora très active et qui critique le président de la République, qui multiplie les manifestations dans les rues des principales villes européennes et américaines? Est-ce que c'est à cause de cette diaspora que le chef de l'État ne voyage plus en Europe? Vous savez, le président est un homme de paix. Je voudrais clairement vous dire que les perturbateurs ont contribué à cela. Mais pourquoi j'indexe mes camarades? Du moins, certaines personnes arborant des responsabilités à côté du président de la République. C'est que moi, à leur place, j'aurais mis en place une dynamique à l'effet d'aller rencontrer les Camerounais de France, d'Angleterre, de Suisse, des États-Unis, à l'effet d'apaiser une situation que personne ne peut comprendre. Et en interne, je serai revenu très vite, nous allons parler du NOZO, mais je vais anticiper, vers la mise en place des politiques de dialogue inclusif. Un dialogue inclusif, c'est que le président nous a offert, et ça il faut le dire, le grand dialogue national. Mais alors, poursuivre le grand dialogue national en mettant en place des structures ad hoc qui vont opérationnaliser la matérialité du grand dialogue. On ne l'a pas fait. Vous avez des gens qui continuent à penser que tout va bien. Et je serais allé plus loin en mettant en place des équipes ad hoc qui seraient allées à l'encontre de la diaspora, leur parler et leur faire prendre conscience que casser par exemple une ambassade, c'est la délinquance. Humilier son chef de l'État ne peut pas se faire et que des transformations se préparent. Malheureusement, en interne, nous voyons que beaucoup continuent à trahir le président. Mais vous parlez, ramenez. Je vous en prie. Vous parlez de transformation du Cameroun. Oui. C'est une promesse qui est faite depuis de nombreuses années. À chaque campagne électorale, le candidat du RDPC promet une transformation du Cameroun. Il promet de grandes ambitions, de grandes réalisations qui vont se mettre en place et aujourd'hui de grandes opportunités. Oui. Alors qu'il y a eu un consensus qui avait été mis en place en 1996, inscrit dans la révision de la Constitution de juin 72, qui a été adoptée le 18 janvier 1996, qui prévoyait une limitation des mandats présidentiels. 7 ans renouvelables une seule fois.
Et cela était un élément important pour favoriser l'alternance démocratique au Cameroun. En 2008, le président de la République en a décidé autrement, estimant qu'il répond aux appels du peuple. Et les Camerounais ont vu plutôt des appels des militants du parti au pouvoir. Et cette modification a été entérinée par un parlement acquis à la majorité au parti au pouvoir. Pourquoi avoir fait sauter ce verrou, la limitation du mandat présidentiel, qui était l'objet d'un consensus obtenu au terme de la tripartite? Est-ce que pour vous, ce n'est pas là l'un des problèmes majeurs du Cameroun? Je voudrais quand même vous dire quelque chose, M. Noufele, qui est très grave et que vous parlez de « on n'a jamais tenu de promesse ». Quand vous observez le Cameroun, est-ce que vous êtes vraiment sérieux quand vous dites que rien n'a vraiment jamais été fait, qu'on parle des grandes réalisations? Quand Paul Biya arrive, il y a combien d'universités? Une seule, il y en a 8. Quand le président Paul Biya, il y a combien de centres de santé? Moi, je ne voudrais pas revenir sur ces débats où les étrangers qui sont là aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations, nous en demandons plus. Je suis d'accord. On aurait pu faire plus. Je suis aussi d'accord. Mais aujourd'hui, si le président Paul Biya était parti, moi je veux vous dire aujourd'hui pourquoi il a modifié la Constitution. C'est lui-même, Paul Biya, qui a validé cette Constitution. Quand on vous dit qu'il y a consensus, il y avait un État. On n'était pas dans la rue lorsqu'il valide la Constitution du 18 janvier. Je voudrais vous révéler quelque chose. Moi, j'ai rencontré le président dans quelques audiences. Le président nous a fait état, je me souviens encore, de la matérialité d'une constitution, conformément à l'article 67 qui parle de la progressivité qui devait se faire. Mais monsieur Noufele, messieurs les journalistes, si Paul Biya, président de la République, était parti du pouvoir, comme cela a été prévu en 2011, vous avez vu tous ces gars de mon parti qui sont aujourd'hui en prison? Ils ne seraient pas en prison. Vous avez vu tous ces bonhommes qui se préparaient et qui avaient déjà mis en place des réseaux, mieux encore sur le plan. Comment vous savez, professeur? Écoutez, parce que qui pouvaient, à juste titre, par exemple, matérialiser l'opération Épervier, alors que les gens, ce qu'on a appelé le G11, se préparaient déjà à... Personne ne peut le faire en dehors du président Biya. Ben non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le président Paul Biya nous a laissé un héritage et une alternance irréfragable. Il n'a pas laissé. Quelle alternance? Permettez-moi. Quelle alternance? Mais institutionnelle. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, aujourd'hui, je ne vois pas, même après Paul Biya, qu'on aime Paul Biya ou pas, celui qui va dire qu'on ne peut pas élire le président de la République au suffrage universel, qu'on ne peut plus élire les députés, qu'on ne peut plus avoir les conseillers municipaux et qu'on ne peut pas avoir un conseil régional. Vous savez comment ça s'appelle en sciences politiques? C'est la démocratie représentative. Nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique. Vous admirez le Rwanda, mais le Rwanda, qui est un beau pays, je le reconnais, n'a pas mis en place une telle représentation alternative, où à chaque échelle, à chaque palier, le peuple aujourd'hui s'exprime à travers la représentation. Vous savez, qu'est-ce que vous valez aujourd'hui? Quand vous dites que vous êtes un parti politique et vous n'avez pas une représentation au municipal, au régional. Alors, ça me permettez-moi de chuter pour une fois, je vous permets de me laisser de chuter. Le président a donné la possibilité, ça c'est le troisième point, qui incite le président Paul Biya à revenir. Mais écoutez, monsieur, le président Paul Biya a donné la possibilité à certains Camerounais de nous montrer ce qu'ils savent faire. Certains veulent même être président. Vous savez qui a refait le code de procédure pénale? C'est un certain opposant. Et vous savez ce qu'il y a là comme contenu? Aujourd'hui, en 2021, l'avortement est une infraction. Aujourd'hui, la filouterie de loyer, parce qu'on voit quelques copains ici et là du village et autres qui ont beaucoup de maisons et font beaucoup de locations. Ils ont inscrit ça au code pénal. Vous parlez des députés qui ont adopté? Non, je vous parle de celui qui a fait ce code de procédure pénale. Ce n'était qu'un projet, non, professeur? Ben non, je vous explique. Il devait être examiné au Parlement. Entendons-nous sur le fond. Est-ce que vous savez que dans un pays sérieux, c'est parce que vous n'écrivez pas des livres.
l'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit. Vous savez ce que je demande? Que si certaines personnes étaient à la place du président Paul Biya, les pauvres seraient morts. Si le juge des magistrats nous écoute, monsieur, arrêtez un peu. Alors, permettez-moi de terminer sur ce point, s'il vous plaît. Si les juges camerounais aujourd'hui, parce qu'un certain leader politique qui a encadré l'écriture du code pénal, d'ailleurs, encore que cette personne est spécialisée en droit public, les Nicole Ndoki qui sont les pénalistes, on peut même se poser la question, pourquoi lui s'est retrouvé là? Si les juges se mettent à condamner les Camerounais qui ne peuvent pas payer leur loyer, parce qu'il y a la pauvreté, je vous assure, mon cher monsieur, tous les Camerounais, 80% des Camerounais ici dans les villes seraient en prison. Si vous permettez maintenant qu'on pose la question. Je voudrais donc vous montrer que Paul Biya laisse les gens voir un peu qui sont les autres. Et je vous prie parfois de regarder cela et de comprendre que les rivalités aujourd'hui qui amènent Paul Biya à être toujours candidat, elles sont essentiellement patriotiques. Tout simplement parce que dans l'opposition, et je vous promets, je chute vraiment là-dessus, vous avez des gens qui sont candidats parce qu'ils veulent être des interlocuteurs du président Paul Biya. Monsieur Noufele, vous n'avez jamais compris ça? Vous n'avez jamais compris que les opposants ne se battent même pas aujourd'hui pour prendre le pouvoir, mais certains opposants se battent à l'effet de savoir qui sera l'interlocuteur du président Paul Biya. Mais comme Paul Biya sait que certains ont déjà beaucoup mangé, certains ont fait du faux, certains se sont enrichis, lui aussi dit en attendant, je mène les arbitrages jusqu'à la gare. Alors, donc, je voudrais peut-être qu'on se comprenne très bien pour être sûr. Se comprendre. Alors, professeur, vous dites donc que vous remettez en question... Je veux que ne pas parce que je suis devant vous. Non, en fait, il faut qu'on se comprenne. Parce que vous avez parlé tout à l'heure. Oui, mais vous parlez, on parle. Je suis ouvert. Oui. Alors, vous avez parlé. Posez-moi votre question. Je ne vais pas revenir sur la question de Cédric. Vous avez évoqué, par exemple, le nouveau code de procédure pénale. Oui. En incriminant celui qui a préparé le document. J'espère qu'on se comprend quand même. On voit qui, non? La question que je pose... Attendez, est-ce que nous voyons tous qui? La question que je pose est celle de savoir... Filouterie de loyer. Si, moi, vous allez permettre que je pose la question. Jamais proposé ça. Vous permettez que je pose la question? Vous permettez que je pose la question? Vous permettez que je pose la question? Je vous en prie. Je voudrais qu'on se mette d'accord que lorsqu'un projet de loi ou une proposition de loi est introduite au Parlement, c'est pour que le Parlement adopte ou rejette. Vous avez raison. Si effectivement ce Parlement peut admettre que le texte est bon. Et donc effectivement ce texte a été proposé au Parlement. Le Parlement a examiné à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, il y a une modification qui a été apportée. Un amendement qui a été apporté. Et au finish, le texte a été promulgué par le président de la République. Oui. Et donc aujourd'hui, vous incriminez celui qui a proposé le texte et vous ne faites pas mention du travail qui a été fait par le Parlement. Donc pour vous, le problème c'est celui qui a introduit le texte et non le Parlement qui est chargé de légiférer, c'est-à-dire de faire les lois qui réglementent la vie politique dans notre pays. C'est la critique que nous faisons au constitutionnalisme africain. Vous savez, lorsque vous observez le processus de promulgation des lois, vous allez vous voir que avant, quand ces lois passent à l'Assemblée sous forme de proposition de loi ou encore sous forme de projet de loi, il y a une espèce de comportement qu'on devrait changer. Qu'on cesse de croire que parce que ça vient d'un membre du gouvernement, que la solidarité doit être implicite. C'est ce qui se passe au Cameroun. Je vous assure que chaque fois qu'un membre du gouvernement prépare un projet de loi, chaque fois qu'un membre du gouvernement ou le Parlement, de la majorité parlementaire, parce que c'est eux qui encadrent les projets et les propositions de loi, soit le gouvernement, soit le Parlement, systématiquement, ceux qui ont la majorité se croient obligés de les suivre. Et à partir du moment où c'est venu d'un ministre délégué, ministère de la Justice, validé par, effectivement, sa hiérarchie qui estimait qu'une transformation doit s'opérer, eh bien moi je critique cela.
Et je ne critique pas seulement ce qui se fait, tout simplement parce que je critique également notre démocratie représentative telle que le président l'a voulu. Parce que j'ai vu que vous avez été très sensible quand je vous ai dit que la filouterie est un fait grave que moi je n'aurais pas accepté au code pénal. Mais en même temps, lorsque nous avons matérialisé les régionales, je suis choqué en tant que biaïste, en tant que modeste militant qui soutient le chef de l'État jusqu'à la gare, que le président nous dise plus de place aux femmes et aux jeunes. On a 10 régions, aucune femme n'est président de région. Je suis également choqué et parfois j'ai honte lorsque je vois le projet présidentiel, l'intention présidentielle, et qu'on nous dise que plus de place aux femmes et aux jeunes, on a 14 communautés urbaines qui se sont transformées aujourd'hui en grande mairie. Il n'y a aucune femme à la tête d'une grande mairie. Bon, c'est là une dynamique réflexive qui peut nous amener à comprendre que, mais mon Dieu, quel type de personnes nous avons autour d'un président de la République qui, il faut le reconnaître, fait confiance à ses collaborateurs. Par moment, il faut être capable de dire non. Ces gens ne défendent pas toujours la République. Mais il revient peut-être au chef de l'État aussi d'évaluer le travail qui est fait par ses collaborateurs pour savoir, pouvoir, je veux dire quoi, savoir qui fait effectivement sa volonté et qu'est-ce qui complote peut-être contre lui. Cher monsieur, vous voyez ce que c'est qu'un président de la République. Lorsque vous voyez le nombre de collaborateurs directs du chef de l'État, du moins administratif, il a 2 types de collaborateurs, le président. Comme tous les présidents dans le monde. Il a des collaborateurs administratifs. Et dans le plus direct, les 2 piliers qui portent cette collaboration. D'abord, il y a le secrétaire général de la présidence, le secrétariat général de la présidence. Et il y a à côté le cabinet civil qui s'occupe de la sécurité, des affaires protocolaires et de la communication. Mais dans les langues administratives, qui porte le projet présidentiel? C'est le secrétariat général, puisqu'il bénéficie de ce qu'on appelle parfois une espèce il porte, pour parler en sciences administratives, à un moment donné, certains décrets, parce qu'il peut prendre certaines initiatives. Mais regardez par exemple les marchés publics. Les gens aujourd'hui ont peur de parler, les gens ont peur des titres, des uns et des autres. Mais regardez aujourd'hui l'implication du secrétariat général dans la marche du Cameroun. Vous croyez que moi qui suis M. Sanga Nyamding, je vais vous dire que je suis pleinement satisfait de toutes ces combinaisons qui se sont opérées, d'abord à travers la CAN, de toutes ces combinaisons qui se sont opérées, à travers la promotion de certains Camerounais, où on a mis des copains partout, des coquins partout, où vous vivez parfois des menaces. Alors que le problème où on devrait accompagner le président, c'est mettre par exemple en place des commissions ad hoc à l'effet de dire bien, on occupe le secrétariat d'État, le secrétariat général de la présidence de la République, on a certaines fonctions, comment on fait pour que le président puisse repartir à l'extérieur, dans un environnement où vous voyez par exemple qu'il est menacé et humilié partout par une certaine diaspora qui l'empêche aujourd'hui et qui nous a amené à obtempérer et à mener les politiques de repli interne. Comment vous pouvez comprendre ça? Lorsqu'on sait que certains parmi ces hommes ont vécu à New York et connaissent l'étranger. Le président aujourd'hui est emmerdé. Vous croyez que moi, M. Sanga Nyamding, ça me fait plaisir? Paul Biya est plus qu'un père politique pour moi. Au-delà du père politique, c'est mon maître. Et en interne, oui, je vais chuter. La crise du Nozo. Mais écoutez, au lieu de passer tout le temps à faire des petits calculs sur carré, on va envoyer un copain ici, on va envoyer un autre là-bas, on va reprendre un autre, on va être contre les ministres, on va être contre les membres. Je voudrais vous dire quelque chose. Retenez-le aujourd'hui. Lors d'une audience avec le président Paul Biya, il m'a passé un petit message. Il m'a dit, c'est moi qui ai personnellement demandé que vous soyez membre titulaire du comité central. Ça veut dire que j'avais compris tout de suite que le président me passait un message de responsabilité politique et de mobilisation. Parce que les collaborateurs administratifs sont ceux qui ont le plus trahi Paul Biya. Et vous allez voir que la collaboration politique aujourd'hui, c'est elle qui peut transformer le Cameroun de Paul Biya avec tout ce qu'il a mis en place.
Les gens ne connaissent même pas le président. Alors, parmi ses collaborateurs, justement, pour qu'on avance d'abord politique, j'en suis un. Politique et administratif, oui. Il y a un ministre de la République qui a brandi un carton jaune devant des chefs traditionnels dans la région de l'Ouest, après que ceux-ci aient rendu public un communiqué en novembre 2020 sur la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, appelant le gouvernement à intensifier le dialogue avec les fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de pouvoir trouver des solutions politiques et consensuelles aux crises multiformes qui secouent le Cameroun. Selon ce ministre de l'administration territoriale, les chefs ne doivent pas parler de politique, ni de constitution, ni de code électoral, mais ils doivent davantage s'intéresser à l'agriculture. D'autres ont même été accusés d'inciter les populations à l'insurrection et à la révolte. Comment appréciez-vous cette attitude des ministres de la République face aux chefs traditionnels qui n'appellent qu'à des solutions politiques durables pour sauver le Cameroun? Ce ministre, c'est mon ami. Atangandji, c'est un grand ami. Moi, j'ai dit Atangandji parce que je ne l'ai pas connu ministre. J'ai connu Atangandji en tant que militant. D'ailleurs, je voudrais le dire. Il y a certains membres du gouvernement que moi, je ne fréquente pas parce qu'effectivement, nous ne nous connaissons pas. Pour preuve, certains sont des ministres. Et les ministres que moi, je fréquente, je peux citer quelques-uns, Atangandji, Famendongo, Ibaïsi, Etundingwa, ou je ne sais pas moi, René Sadi, Talba Mala, j'en oublie peut-être, oui encore, Ndon Soumet et quelques-uns. Ce sont des ministres que moi, M. Sanga Nyamding, j'ai connus comme militants politiques. Alors, à partir de là, je voudrais vous faire remarquer que moi, je ne vais pas chez des gens parce qu'ils sont forcément ministres et je vais leur dire bonjour, sauf lorsqu'ils font appel à moi du point de vue technique. Est-ce que votre camarade, oui, le ministre, a raison dans l'attitude qu'il a adoptée vis-à-vis de ses chefs la traditionnels? dernière fois où j'ai vu mon frère et mon ami à Tangandji, d'abord, je lui avais posé ce problème de l'affaire du Nozo, ou du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où certains ont dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Il a eu un problème de langage, parce qu'à Tangandji est anglophone. Il m'a dit non, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas du tout de problème, mais c'était une expression anglaise. Quand il s'exprime en anglais, il dit « We have anglophone crisis ». Mais en français, il pensait qu'il fallait dire qu'il n'y a pas de problème anglophone. C'est deux choses différentes. Ramener sur les chefs. Vous voyez ce bâton de commandement-là, ça symbolise la chefferie de Yabassi, village. Je suis un chef. Je ne suis pas un chef usurpateur. Le préfet d'une CAM nous suit. C'est moi qui héberge territorialement et traditionnellement le préfet de Yabassi. Le sous-préfet, le commandant de brigade. On ne peut pas traiter les chefs comme ça. Quand je dis on ne peut pas, je voudrais passer en tant que collaborateur politique du chef de l'État. J'en suis un. Les collaborateurs politiques du chef de l'État sont les membres du bureau politique et les membres du comité central. Parce que le RDPC a deux types d'organes. Des organes centraux, comité central et autres, et les organes de base, cellules, comité de base, sous-section et section. Je suis un collaborateur politique du président Paul Biya. À partir de là, je me suis posé la question, quand j'ai vu d'abord la note du préfet. En tant que professeur de droit et de sciences politiques, est-ce qu'un préfet écrit à un chef comme Sokonju et sur la lettre il met deuxième avertissement? Godness! Mais on est où? Mais écoutez, nous avons déjà 4 fronts qui nous fragilisent. Le nord-ouest, le sud-ouest, le nord et l'est. Je dirais même un 5e front, la presse et les médias, qui jouent parfois le jeu de la déstabilisation. Est-ce que nous avons encore besoin de créer d'autres fronts? Un préfet, vous savez, d'abord c'est une faute en matière de rédaction administrative. J'enseigne la rédaction administrative. Il faut recycler parfois certains fonctionnaires. Lorsqu'un préfet d'ailleurs écrit une chose pareille, si moi j'avais été à côté de ce préfet, le préfet du Nord, je lui aurais dit d'écrire peut-être au chef
en disant objet, votre attention. Je préfère le haut plateau. Oui, du haut plateau. Votre attention, objet, votre attention. Mais là, c'est écrit deuxième mise en garde. Deuxième, c'est de la sauvagerie. C'est comme si je jouais au jambo. C'est comme si on est au quartier qui dit, j'étais déjà averti, hein, si tu t'amuses encore. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas administratif. Ramenez maintenant sur les attitudes de ce conjoint. Ce conjoint que vous voyez là, c'est un ami à mon papa. Je connais ce conjoint. Je suis bébé. Hein. J'étais vraiment bébé. Hein. Quand je dis bébé, 5-6 ans. Ce conjoint, le chef ce conjoint, c'est un homme ouvert qui a eu des femmes bêtises, qui a eu des femmes, etc. Dans notre tradition, il relève de la spiritualité. Un chef, c'est un don de Dieu. C'est écrit dans les livres. Pour preuve, tout ce que les Blancs nous ont apporté dans nos pays, je le dis dans l'État et la régulation sociétale, miroir de l'anthropologie, ces choses n'ont pas de nom à nos langues. Si vous demandez à un Africain comment on appelle aujourd'hui une boîte de nuit, une discothèque, ils ne peuvent pas vous dire. Même la télévision où nous sommes, ou la radio. Mais si vous demandez à un Africain comment on appelle Dieu, toutes nos langues connaissent Dieu. Toutes nos langues. D'autres vont vous dire si, d'autres vont vous dire Chupo, d'autres vont vous dire Zamba, d'autres vont vous dire Loba, Zambé, Zapa, toutes les langues noires. Et quand vous demandez à un Africain comment on appelle un chef, je vous démontre ici que le chef c'est un don de Dieu. Les gens vont vous dire Oufon. D'autres vont vous dire faux. D'autres vont vous dire Zomlo. Nous les Sawa, dans la langue globale, nous disons Djanéa. Mais ça veut dire que la chefferie a quand même précédé l'État, mon Dieu. C'est quoi cette histoire où Paul Biya, mon maître politique, prône l'apaisement? On a des autorités qui parlent comme ça à un chef. Allons plus loin. Est-ce que ces gens savent que Paul Biya est un chef? Ils savent ce qu'on dit Mfondefon quand il a pris le pouvoir. Quand il était à l'ouest, on disait faux, des faux. On disait, aujourd'hui, est-ce que certains ont déjà pris le temps d'interpréter ce qu'on appelle aujourd'hui Nomengi? C'est un chef. Tchangouté est un chef. Le vice-président de l'Assemblée du Sénat est un chef. Moi-même, je suis un chef. Vous croyez que parce que je suis... Alors, allons plus loin. Récemment, lorsqu'il y a eu les élections régionales, mes frères du MCAM sont témoins. Ouais, Bambambe, Atira. Permettez-moi, quand vous évoquez cette chose, il y a une dimension sacrée. Abonavike, avec Kebimbiombe. Ombae. J'ai reçu chez moi à Yabassi. C'est moi qui suis le chef de village du centre. J'ai reçu plus de 100 chefs chez moi, sans distinction politique. Je peux vous citer des chefs qui viennent chez moi. La chefferie est un lieu ouvert, sacré. J'ai des gars comme le chef Titi et bien d'autres que je peux citer qui sont des UPCistes. Moi donc, qui peut nier à Yabassi que si le RDPC gagne, si c'est moi qui frappe la main sur la table en tant que chef, je suis un chef du RDPC. Alors, est-ce que vous savez que de tels actes ne protègent plus les chefs militants? Parce que si vous allez menacer un chef comme, moi je l'appelle Paso Konju, parce que c'était l'ami à mon père. Et je voudrais vous faire remarquer que qu'est-ce qu'on fait de nous les chefs RDPC qui tenons des réunions? Moi je tiens parfois des réunions politiques à l'effet de demander qu'on soutienne le président Paul Biya dans ma chefferie. J'ai même interdit, moi je suis allé plus loin que Sokodjo. Les Yabassiens qui m'écoutent, j'ai interdit l'opposition dans ma circonscription politique. On ne m'a jamais donné d'avertissement. Pourquoi on va le faire pour l'autre? Parce que historiquement, je voudrais quand même reconnaître que pas Sokodjo, faux, le père faux, que je voudrais saluer avec toute la révérence. Avec toute la révérence, s'ils nous écoutent, je voudrais qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des petits pushistes qui veulent renverser le président et qui veulent que les Bamileke se soulèvent contre le président. C'est une stratégie de ce que moi j'ai appelé le coup d'état scientifique. Et je vais aller plus loin. Sa Majesté Sokonjo, c'est vrai, historiquement, il était UPCiste. Est-ce que c'est un opposant? Oui. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que nous ne sommes pas des chefs
Nous autres aussi qui soutenons le pouvoir. Normalement, dans nos univers, un chef est quelqu'un qui opère les choix pour le pouvoir, mais il opère aussi des visions pour que le pays marche. Personne ne peut interdire à Sokonju, moins encore un préfet, je voudrais le dire ici, parce qu'il règne une confusion héritée de la colonisation, où on a fait croire aux administrateurs qu'ils étaient au-dessus des chefs. Peut-être sur le plan administratif, mais sur le plan coutumier, je termine là-dessus. Oui. Nous sommes les gardiens des traditions. Alors justement, dans ce contexte politique fébrile, au moment où nous arrivons à la fin de cette émission, professeur Musanga Nyamding, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui reste le problème principal et majeur du Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le vivre ensemble soit davantage solidifié? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce tribalisme ambiant qui pourrit l'existence et qui pourrit ce vivre ensemble au Cameroun? Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, avant la proposition, je fais une exploration en tant que professeur de droit public et de sciences politiques. Que les Camerounais qui nous écoutent et l'opinion internationale se posent la question. Techniquement, en géostratégie et en géopolitique, qu'est-ce que nous vivons au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce une guerre? Est-ce une insurrection? Ou est-ce une rébellion? Ou quatrièmement, est-ce le terrorisme? Alors, si nous admettons que la guerre, lorsqu'elle se met en place, même une guerre de libération, on l'a vu avec les journaux Savimbi, on a vu la Tchétchénie, on a en face des belligérants, des gens qui se battent. Donc on exclut, ce n'est pas une guerre. Bon, maintenant, est-ce une insurrection? But we have now in Cameroon, we have anglophone and francophone. Alors, est-ce que c'est le peuple anglophone qui se soulève? Mais dans ce cas, quand on voit ce qui se passe au sein de l'État, on a un gouvernement où le premier ministre est anglophone, on a des ministres anglophones, on a des députés anglophones, on a les conseillers municipaux anglophones, on a les anglophones partout chez eux dans la République. Donc ce n'est pas une insurrection. Il faut exclure et ne pas dire que c'est une insurrection. Maintenant, est-ce dans un autre point le terrorisme? Ça, moi je pense que oui. Parce que tant qu'on a des gens comme les Tapang Aïvo, qui sont des grands bandits qui vivent à l'extérieur, les Ayabacho Lucas, les Chris Anon, les Samé Ekome, et des individus qui font croire au monde que le peuple anglophone is marginalisé. Et qu'on voit quand même que les anglophones sont partout chez eux au Cameroun, il faut quand même qu'on se mette aussi ensemble et qu'on n'ait pas des opposants qui jouent au mauvais jeu. Je réponds maintenant à votre question en instrumentalisant cette crise anglophone, en carnadant l'État, en carnadant l'armée. Moi, j'ai encore en mémoire les Américains qui ont refusé d'aller à la CPI. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils savaient qu'il y avait une résistance qui s'opérait. N'allons pas loin récemment, avec mes marches, j'étais avec mes accompagnateurs, faire une marche au parcours Vita. J'ai vu une dame qui m'a vendu des jus d'ananas pressés. Et quand je pars, j'ai craché une larme, monsieur Noufélé. Elle a demandé à un enfant qui avait à peine 4 ans, 5 ans, de tenir ses jus. Parce qu'elle voyait que j'ai des problèmes des yeux. Je lui ai dit que mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que c'est mon enfant. C'est l'enfant c'est mon petit frère. Ma mère vit encore au nord-ouest, au sud-ouest. Et ils nous ont envoyés ici nous débrouiller. Parce qu'il y a la guerre qui ne nous permet plus de rester. Elle préfère mourir seule. Est-ce que ces gens pensent à ces enfants du nord-ouest, du sud-ouest, qui traînent aujourd'hui dans les villes de Yaoundé et de Douala? Et certains sont devenus des prostituées. Allez ici à côté à Bonabéry. J'y étais encore. Pour 200 francs, pour 300 francs. Vous couchez aujourd'hui avec une anglophone. Est-ce que c'est normal? My goodness. Je pense que c'est une affaire de tout le monde. Que les anglophones, les francophones se mettent tous ensemble à l'effet de dire qu'on ne veut plus de cette guerre. C'est ça ma solution. Qu'on continue avec un dialogue inclusif où, et je termine là-dessus, on peut avoir de manière permanente toutes les forces vives parce que now I am anglophone, me too. Mais Sanga Nyamding, ce n'est qu'à ce prix que si nous tous nous disons
I am anglophone. Quelle que soit votre origine, on se mobilise, on peut mettre fin à cette guerre. Parce que l'armée est là pour nous accompagner. Et il faut aussi que, dernier point, on cesse d'incriminer l'armée. Dans aucun pays au monde, on ne s'attaque à une armée qui se bat pour que notre pays retrouve sa plénitude territoriale. Merci, professeur Pascal Charlemagne Msanga Nyamding. Je précise que vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Thank you, Armstrong Agredio. Merci également à vous, Armstrong Formy et Duval Fangwa, d'avoir participé à cette émission. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce programme. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Eric Watat et Emmanuel Wapi. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision.